Les fantômes sont des créatures qui apparaîtraient aux vivants depuis la nuit des temps. On les considère souvent comme des manifestations d'esprits de personnes décédées. Spectres, poltergeists, apparitions. Beaucoup sont convaincus par l'existence de ces entités paranormales. Si vous n'avez pas peur de pénétrer dans des maisons hantées ou de vous balader la nuit dans des cimetières infestés d'ectoplasmes, préparez-vous à vivre un voyage effrayant aux frontières du surnaturel. Maisons hantées, fantômes et revenants, rendez-vous avec l'étrange. Une série réalisée par Frankistas, Bawendine et Laurent Elissen. Premier épisode, bienvenue dans le château le plus hanté de France. Avec, dans les rôles principaux, Véronique, la châtelaine qui a dû s'habituer à vivre quotidiennement avec des dizaines de fantômes différents. On croyait qu'on devenait tous zinzin. Au début, on a eu du mal à l'admettre quand même. On a mis un certain temps avant de prononcer le mot hanté. Christophe, un médium spécialisé dans les contacts avec des défunts. Au moment où je suis rentré dans l'entrée du château, alors là j'ai vu des entités qui passaient de partout et j'ai dit mais c'est un hall de gare en fait. Et je me dis mais ils sont combien dans ce château en fait? Et Juliette, notre reporter intrépide qui a osé pénétrer dans l'incroyable château de Fougeray à ses risques et périls. Là je vois des os. À qui appartiennent ces os? Il y a un arrêt et ensuite c'est le mien. Je suis pas très à l'aise, je crois. Je pense même qu'on peut dire que j'ai un peu peur. En plus, la météo est un peu... comment dire? On n'est pas sur quelque chose de très lumineux, de très chaleureux. On est plutôt sur un ciel gris, bas, à deux doigts d'avoir du brouillard. Et en plus, j'ai l'impression qu'il va faire nuit dans 2 heures. Mais j'ai assez hâte de rencontrer Véronique, la propriétaire du château. Parce qu'elle a l'air très sympa et très enthousiaste et très chaleureuse pour le coup. Et ça me rassure un peu. On peut comprendre que Juliette, notre envoyée spéciale, a la voix qui tremble un peu. Elle s'apprête à visiter pour la première fois le château de Fougeray. Ce château français, situé dans le département de la Vienne, attire tous les passionnés de paranormal depuis quelques années. Et pour cause. Selon ses nouveaux propriétaires, le château de Fougeray serait hanté. Mais pas qu'un peu. On y recenserait des dizaines de fantômes et d'esprits qui occupent différents endroits, diverses chambres et pièces dans le bâtiment. Ça fait longtemps. Bonjour. Non, pas du tout. 2 minutes. Ah, Non, je mais suis désolée, j'ai que cette voiture. non, mais c'est parfait. Merci beaucoup. Non, mais si, vraiment, c'est Non, parfait. j'ai pas de bagnole et puis on se la partage avec François qui met tous ses outils dégueulasses dedans. Donc en ce moment, voilà. Ah, mais c'est parfait. Merci beaucoup de venir me chercher. Ah bah je vous en prie. François a préparé un petit frichti là. Oh. C'est pas trop long? Non, ça, vous allez voir, je suis à un quart d'heure là. Oh là là, c'est beau. Ah bon, bah, tant mieux. Si vous- Ouais, moi c'est pas que je trouve pas ça beau. C'est que là je dois dire qu'on est un peu en mode fioc-fioc. Mais non, c'est Bonjour. Bon Marie, François. Ouh là là, enchantée. Bon alors, eh ben si vous pouviez déjà me décrire où on se situe dans le château. Là en fait nous sommes dans l'entrée.
Du château de Fougeray. Alors c'est une entrée du plus pur style néo-gothique, puisqu'en fait Fougeray, qui était un ancien château féodal, lieu de haute justice, a été complètement restauré sous le Second Empire. Alors sur les murs, ce sont des fresques. C'est une alternance de croix chrétiennes et de fleurs de lys stylisées, et la frise grise qui est tout autour, c'est des Ophinicus, et ce sont des animaux mythiques chargés de garder le foyer contre la magie noire. Ah, c'est à propos. Oui, tout à fait. Oui. Il y a quoi comme En fait, animaux, par exemple? C'est ça les Ophinicus en fait. C'est des espèces de griffons, c'est des Ophinicus. Et en fait, ils en serrent un blason vierge. Ça c'est tout simplement parce qu'après la Révolution française, c'est la bourgeoisie qui est devenue propriétaire de Fougeray. Mais je pense que Fougeray avait un lien de toute façon avec la magie, puisque dans la crypte, on a 2 sarcophages, dont un qui est retourné. Et ce sarcophage qui est retourné, alors la légende veut que les sarcophages retournés, c'est pour que les sorcières n'en ressortent jamais. Et au niveau des toponymes aussi, on a des indices assez intéressants, puisqu'en bas de la falaise, parce qu'on est sur une falaise là, on a un chemin qui s'appelle le chemin des Fadets, et le port des damnés. Et le port des damnés, c'était l'endroit où il y a eu beaucoup de procès pour sorcellerie, etc., le long de la rivière, en fait. Historiquement parlant, donc le lieu en entier était déjà marqué, en fait, par une culture un peu... ésotérique, oui, oui, je pense. Oui, tout à fait. Véronique Geoffroy et son mari sont des châtelains heureux. Pourtant, quand ils ont acheté le château de Fougeray en 2009, jamais ils n'auraient pu imaginer que dorénavant leur vie allait être quotidiennement liée avec l'au-delà. Car il n'a pas fallu longtemps après leur arrivée dans ces lieux chargés d'histoire et de magie pour que des phénomènes étranges commencent à se produire. La première fois qu'on a visité à l'intérieur, ça a été vraiment le coup de foudre, mais la toute première fois, on était dehors, on a fait le tour, et j'étais avec ma fille, et ma fille m'a dit « Écoute maman, c'est bizarre ici ». Je me souviens, l'endroit était bizarre. Après, c'est vrai que moi, j'étais tellement emballée, les premières fois, je me suis pas du tout posé des questions, savoir si l'endroit était chargé ou pas. Au tout début, en fait, moi, quand je venais pour nettoyer, quand je repartais, j'étais dans un état pas possible. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais, je servais de buvard émotionnel au mur, j'en sais rien. J'étais dans un état catastrophique. Et on a vécu chacun un peu dans notre coin des états émotionnels un peu bizarres comme ça. Après, ça a été carrément des phénomènes, mais on se l'est pas dit tout de suite. On a attendu un petit peu avant d'en parler parce que moi, j'étais déçue au début parce que je me dis j'ai fait une erreur, mais j'ai fait une grave erreur parce que j'ai emprunté, j'ai mis toute la famille là-dedans. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai pensé que j'avais fait une erreur. Mais Véronique persévère. Après les premiers travaux de nettoyage, elle et sa famille s'installent provisoirement dans le château. On s'était plus ou moins installés quand même avec les enfants, etc. Ils étaient ados à l'époque. Je me suis sentie assez mal dans le lieu et moi, mes filles, elles ont vécu des choses vraiment très étranges. Mathilde avait vu une dame le long de la cheminée, la regarder avec un porte-cigarette et clac, disparaître. Mais on croyait qu'on devenait tous zinzin d'ailleurs au début. Et c'est vrai que au début, on a eu du mal à l'admettre quand même. Ça a été compliqué. On a mis un certain temps avant de se dire, de prononcer le mot hanté en tout cas. C'est l'accumulation d'événements bizarres qui va faire comprendre à Véronique ainsi qu'à toute sa famille que le château de Fougeray n'est pas du tout un endroit comme les autres. En descendant l'escalier, alors outre le fait que quand je partais d'ici, j'avais envie de pleurer, j'étais pas bien, je comprenais pas pourquoi. En descendant l'escalier, j'ai vu en fait une silhouette traverser, une silhouette noire d'homme, traverser le couloir, en fait, aller du salon gothique à la salle à manger. François s'est fait toucher dans le parc. Lui s'est fait toucher au niveau de l'épaule. Mes filles, Mathilde a vu une femme avec un porte-cigarette le long de la cheminée. Violette, c'est dans la crypte. Pareil, elle a ressenti quelqu'un. C'était vraiment bizarre. Ça nous mettait assez mal à l'aise. Et puis après, on en a parlé. Je sais pas, peut-être quelques mois plus tard. Ça a mis pas mal de temps. Et là, on s'est dit, peut-être que, voilà.
On a autant de phénomènes en pleine journée que la nuit. C'est que la nuit, je pense qu'on est dans le noir, on est plus attentif au bruit, aux choses extérieures. Et puis la nuit, c'est anxiogène. Ça, c'est un invariant anthropologique. La nuit, il faut faire attention. Mais je veux dire, on avait plein de choses en pleine journée. Quand je venais nettoyer avec les filles, des fois on avait des trucs, mais on se disait mais c'est pas possible. On avait, je sais pas, une fois je venais nettoyer, on avait des bruits en haut, mais on avait l'impression de quelqu'un qui était en train de déménager, quoi. Des bruits de chaises qui tombent, d'armoires qu'on pousse, de lits qu'on tire et tout, ça n'arrêtait pas. Et on se regardait et puis on se disait mais qu'est-ce qu'on fait ? Je me souviens que ce jour-là, on n'a pas osé monter, on est parti. En 2012, ça faisait 3 ans qu'on était là, j'en pouvais plus moi. Et en 2012, j'ai mis le château en vente officiellement dans une agence internationale spécialisée dans les châteaux. Et je me suis faite complètement précédée par la réputation de Fougeray, puisqu'à chaque fois qu'on avait des visites de prévues, l'agent immobilier nous disait tel jour, telle heure, j'ai une visite. Et à chaque fois, ça se faisait pas. Parce que dans le couple, il y avait tout le temps quelqu'un qui disait « Oh non, mais t'as vu la réputation du lieu, on ne sait jamais ». Même les gens qui n'y croyaient pas disaient « Oui, j'y crois pas, mais on ne sait jamais ». Donc au final, on ne l'a pas vendu. Et puis François n'était pas trop d'accord non plus. Il m'a dit « Mais c'est pas possible, on ne peut pas tout plaquer. Il faut continuer, il faut percer le truc, il faut continuer ». Mais en 2012, moi j'ai voulu tout arrêter. Je me dis j'ai fait une énorme erreur. J'ai pris 20 ans de crédit, on saigne pour un truc qui ne me fait même pas plaisir, quoi. Moi, j'avais peur pour mes enfants, pas pour moi, mais j'avais peur pour mes enfants. Et c'est pour ça qu'après, j'ai dit non, mais on ne peut pas vivre à Fougeray, en fait. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de vraiment négatif. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me cultiver là-dessus, faire des recherches, en parler avec des médiums, etc. Et petit à petit, c'est vrai que j'ai compris que le lieu n'était pas malveillant. Je vais faire des photos, c'est magnifique. Au bout de quelques temps, Véronique décide finalement de conserver le château de Fougeray. Et aujourd'hui, elle ne regrette pas son choix. Allez, il est temps de débuter la visite guidée de ce château unique au monde. Et on va commencer par le 2e étage, là où les phénomènes sont les plus impressionnants. Alors là, nous sommes à la fin de l'ancien château féodal, parce que là, il y a une meurtrière là, que vous voyez qui donne aujourd'hui sur un mur, mais qui donnait à l'époque sur le pignon nord. Et là, en fait, on est dans une pièce où un huissier s'est fait assassiner à coups de hache au XVIIIe siècle parce que le propriétaire avait récupéré Fougeray par mariage et il était menacé d'une saisie. L'huissier est venu une fois de trop, en plus il draguait sa femme, donc ça plus ça, et il s'est pris un coup de hache dans le sternum, donc il est mort et il serait en fait enterré dans la crypte, la 2e crypte en bas. Alors là, on a eu des phénomènes de poltergeist hyper puissants, avec des chandeliers qui traversent la pièce, c'était vraiment hyper puissant. Dans les phénomènes de poltergeist qu'on a eus, personne n'a été touché, sauf une personne qui s'est reçue un crucifix sur le front. Et le gars a dit avec un peu d'humour, c'est peut-être parce que je suis huissier, mais oui, il était huissier de justice en vrai. On lui a mis une petite hache presse-papier en laiton, comme ça. Et la hache, elle a valdingué dans la pièce plusieurs fois, mais elle n'a jamais touché quelqu'un. On a eu le lit qui vibre, là, c'est plus que vibrer, ça a vraiment remué de temps en temps. On avait une petite table, on lui a fait un petit coin bureau à côté, mais c'était là avant avec des livres de droit dessus. Et un jour, cette table a valdingué toute seule et les livres sont restés collés. Dans les phénomènes de poltergeist, on a soit des trajectoires qui ne sont pas linéaires, c'est-à-dire ça c'est assez souvent, ou alors des choses comme ça qui sont assez illogiques, parce que quand la table est tombée, les livres auraient dû valdinguer un peu plus loin. On peut traduire le mot poltergeist par esprit frappeur. Selon les spécialistes du paranormal, le poltergeist se caractérise le plus souvent par des déplacements d'objets, parfois violents, et des bruits comme des grincements ou encore des coups frappés sur les murs. Chose étonnante, ceux qui disent avoir des phénomènes de poltergeist chez eux affirment qu'il est possible de communiquer avec cet esprit frappeur.
On a remarqué empiriquement que quand on leur demande d'arrêter ou quand on leur explique qu'on a peur, enfin les premiers phénomènes qu'on a eus, on était quand même hyper impressionnés, et ben ça se calme, comme s'ils respectaient en fait nos demandes. Là, nous, on l'appelle le petit salon, cette pièce. Là, on est devant la chambre du chevalier. Et là, on a eu pas mal de phénomènes. Ah, donc là, c'est un petit salon, oui. Donc on traverse une pièce pour atteindre une chambre. Et donc là, le petit salon, il y a un grand tapis, 2 canapés. Les murs sont plutôt rose clair. Une table basse. Et donc on traverse cette pièce-là pour arriver à la chambre du chevalier. Alors, la chambre du chevalier, là vous avez meurtrière et canonnière. Donc là vous êtes vraiment à l'intérieur en fait des bretèches, où vous avanciez pour surveiller, tirer, etc. Donc on est dans la tour là. Là on est dans une tour. Cette pièce, c'est marrant parce qu'avant on n'avait pas grand chose ici, c'était une pièce relativement calme, à part des bruits de respiration difficiles aussi et des bruits de pas de quelqu'un qui boite, donc je pense que c'était la personne qui s'est fait amputer. Et cette année particulièrement, on a eu énormément de phénomènes, là, des grognements qui ont été entendus. Les épées aussi qui tombaient, on ne comprenait pas trop pourquoi. Les personnes qui dormaient ici, maintes fois, nous ont fait des récits de leur nuit, qui étaient intéressantes parce que des gens, pas du tout dans le spirituel, etc., qui vivaient des choses. Par exemple, un couple. Ce couple, il m'a vraiment ému parce que cette personne, en fait, c'était quelqu'un qui bossait en Centrafrique, un Breton. Il était de retour en France et il avait décidé de passer une nuit avec sa femme ici. Et le lendemain matin, il a été subjugué par ce qu'ils avaient vécu, tous les deux, c'est-à-dire le couple. Ils avaient entendu des pas, des bruits de ferraille, et c'était pas quelqu'un qui était là-dedans du tout. Il est arrivé un truc surprenant à ma fille aussi, il n'y a pas très longtemps, il devait être midi. Elle était toute seule au château et elle montait pour défaire tous les lits. Elle avait une playlist sur son portable et quand elle rentre dans la pièce, la playlist s'arrête et en fait un morceau s'enclenche, un chant en latin. Alors sur le coup elle comprend pas trop et ça tournait en boucle. Le chevalier, c'était quelqu'un de très pieux et il voulait absolument qu'on lui récite le Notre Père en latin. Alors le fait qu'elle ait eu cette chanson en latin, ça m'étonne pas du tout, quoi. C'est des phénomènes, moi je trouve, un peu plus subtils en fait. Voilà. La dernière chambre du second, c'est celle-ci. Dans cette pièce, on a eu beaucoup de choses. Et j'avoue que c'était un peu une des pièces qui était un peu, à un moment donné, plus personne ne voulait y aller. Parce que depuis on organise des soirées autour de l'invisible, etc., forcément, il y a des gens qui ont pris peur. Et à chaque fois qu'on a eu des mouvements de panique, des vrais mouvements de panique, c'est-à-dire que les gens, ils prennent leurs affaires, ils montent dans leur bagnole et ils partent, ça venait de cette chambre. Alors la première fois, c'était une silhouette qui est apparue là, qui s'est avancée vers les gens qui étaient assis là, et les gens se sont mis à hurler quand ils ont percuté que c'était pas une personne, parce que c'était dans la pénombre, et tout le monde est parti. Quatre mois après, c'était les journées du patrimoine. Il y a quelqu'un qui prenait des photos. Alors ce miroir, c'est ce miroir. Et vous voyez, on voit en fait la personne qui était apparue. Sauf que ce qui est surprenant, c'est que la lumière naturelle de la meurtrière, là,
rend son corps complètement invisible. Et vous voyez, il a été pris en photo, mais là, on voit absolument rien. L'appareil photo qui a pris ça, c'est un appareil semi-professionnel. C'était vraiment un style Nikon comme ça, avec un zoom comme ça. Bon, bref, voilà. Mais alors ça, c'est vraiment une photo qui a été prise complètement par hasard. On ne sait pas qui est cet homme. Par contre, il ne veut pas se présenter. Un coup, c'est un tel, un coup... Enfin, il nous balade en spiritisme, ça c'est clair. Il se moque de nous. Et 2 ans après, il a fait valdinguer la boule en bois là devant la porte, mais avec une force telle que, pareil, les gens se sont mis à hurler parce que tout le monde a été vraiment très surpris de ce bruit. On a eu les boules du lit aussi qui valdinguaient. On a eu des coups dans l'armoire, mais alors des trucs de fou. Donc c'est vrai que c'est une chambre, c'est qui tout double, quoi. Bon, après, il veut se montrer, etc. Mais il n'y a jamais eu de trucs graves, quoi. Fin de la visite pour le 2e étage. Un fantôme de chevalier, un fantôme d'huissier tué à coups de hache et des silhouettes inquiétantes qui effraient les gens, ça fait déjà pas mal de hantises. Mais depuis quand datent ces phénomènes? Et est-ce que d'autres propriétaires et d'autres témoins avaient remarqué des choses étranges dans le passé, avant l'arrivée de Véronique et de sa famille? Les gens qui m'ont vendu, en fait, c'est leurs parents qui avaient acheté. C'était une indivision, parce que les parents étaient décédés. Ils ont attendu que les 2 parents soient décédés pour mettre en vente. Ils n'ont jamais parlé de ça. Par contre, j'ai été contactée après coup par plusieurs personnes, par lettre, des fois anonyme, des fois pas, en expliquant qu'en effet, Fougeray, c'était un lieu où s'était passé pas mal de choses, etc. Et récemment, il y a quelqu'un qui m'a contactée, j'étais vraiment contente de ça, qui m'a dit qu'en 62, il était venu passer des vacances à Caux, il avait 11 ans, le monsieur, et que le prêtre du village lui avait dit déjà, ouais, tu sais, à Fougeray, c'est un château hanté, etc. Et que le propriétaire, à l'époque, lui avait dit, de toute façon, ici, moi, j'ai des habitants invisibles. Et ça l'avait marqué, et il m'a contacté il n'y a pas longtemps. Donc c'est quelqu'un qui a 82 ou 83 ans. Quelque part, ça, c'est des preuves que nous, on fantasme pas, quoi. On descend d'un étage et on continue la visite. Notre envoyé spécial n'est pas au bout de ses surprises. Moi, le premier étage, je le trouve beaucoup plus chargé en termes de présence que le second, où on va aller tout à l'heure. J'aimais pas tellement cet étage, c'est marrant, je me sens presque mieux au second, où les chambres sont plus petites d'ailleurs. Là, je pense sincèrement qu'ils sont encore chez eux, pour certains, ils sont encore là. Ouais. Oh là là, et là on rentre dans une chambre gigantesque avec une grande cheminée, 2 grands lits. Oui, ça c'est la chambre des maîtres, donc c'est la pièce dans laquelle les différents propriétaires dormaient. C'est pour ça qu'il y a une cheminée gothique monumentale qui ressemble à celle d'en bas d'ailleurs. Cette pièce, au Moyen-Âge, c'était la salle des conseils. Là, on a eu des choses assez impressionnantes. On a eu beaucoup de phénomènes de poltergeist avec des objets qui vibrent, la petite chaise dorée là, qui s'avance comme ça, toute seule. On a eu beaucoup de voix d'hommes d'enregistrer et des phénomènes d'étranglement. Alors ça, moi je l'ai vécu, parce que je n'ai pas vécu tous les phénomènes que les gens me racontent, mais ça je l'ai vécu. En fait, c'est assez étrange que vous dormez et vous sentez en fait quelqu'un qui vous prend comme ça, alors pas forcément pour vous étrangler, mais en tout cas qui vous prend par le cou et vous vous endormez, puis ça va 4-5 fois dans la nuit, si bien qu'après vous dormez plus. Et je ne sais pas par contre à quel événement historique ça se réfère, à quoi ils font référence, je ne sais pas du tout. Donc ça, c'est la chambre des maîtres. Alors, on a eu aussi ici une histoire de lit qui vibre, mais quand je vous parle de lit qui vibre, c'est que ça réveille les gens, quoi. Et je ne sais pas du tout, ça c'est pareil. Là, par contre, je ne sais pas ce qu'ils veulent nous dire. Parce qu'il y a des fois où on a des messages qu'on peut comprendre. Là, je ne sais pas. Donc voilà. Pour essayer d'obtenir des preuves des phénomènes paranormaux qui se dérouleraient dans leur château, Véronique et son mari ont recours à la TCI, la transcommunication instrumentale. C'est une technique qui permet d'enregistrer des voix des morts ou des défunts par l'intermédiaire d'un appareil enregistreur comme un magnétophone ou un téléphone portable ou un ordinateur. Manu Delpech s'est spécialisé dans l'enregistrement des voix de morts.
Forcément, intéressé par l'au-delà et par le paranormal, quand il a entendu parler de Fougeray, il s'y est rendu le plus vite possible. Je connais très bien le château de Fougeray, puisque la première fois que j'y suis allé, c'était en juin 2015. Et j'ai fait énormément d'enregistrements au château. J'avais vu une émission, et je dis, tiens, j'aimerais bien aller dans un château hanté, surtout que j'enregistrais déjà des voix. Alors j'y suis allé 2 jours avec mon petit magnétophone. J'ai fait des séances de TCI là-haut, qui d'ailleurs ont répondu aux questions. Donc c'était impressionnant. Donc là, c'était une voix que j'avais captée. C'était un monsieur qui se présentait, qui disait « Moi, je suis Félicien ». Vous allez voir, j'ai eu dans un couloir du château. C'est un monsieur qui va se présenter et il va dire « Moi, je suis Félicien ». Au ralenti. Il prononce bien son prénom. Hein. Alors ça, c'est une autre transcommunication. Vous allez voir, je pose la question, si je suis avec Véronique, j'ai froid, la propriétaire, et je demande si les habitants sont là, et vous allez voir la réponse derrière. Alors, il y a Véronique qui s'occupe du château avec son mari. Est-ce que les habitants du château ici, si vous êtes là, plutôt ici, si vous êtes là, si vous êtes là. Voilà, là on voit vraiment que ce ne sont pas des mémoires résiduelles, c'est un esprit qui est bien là et qui répond en plus. Hein. C'est ça la transcommunication, ce que ça doit être. Ça doit être vraiment un jeu de questions-réponses. Hein. C'est ce qui est vraiment important. Et c'est ce qui donne de la véracité, justement, à la transcommunication. Chacun se fera son opinion. Est-ce que ces enregistrements sont des preuves ? Pour celles et ceux qui sont ouverts au paranormal, oui. Mais pour les cartésiens ou les sceptiques, certainement pas. Et en dehors de ces enregistrements, est-ce que les propriétaires du château de Fougeray possèdent d'autres éléments qui pourraient prouver que les phénomènes se déroulant au château sont réels ? C'est un problème, la preuve, dans ce milieu-là. Dès le début, on a obtenu des transcommunications instrumentales. Je crois que les premières preuves, entre guillemets, qu'on a eues, c'était des enregistrements de voix. Parce que moi, quand je venais toute seule faire le ménage, là, j'avais tout le temps l'impression qu'il y avait une radio dans les étages que j'avais oublié d'éteindre. Enfin, on avait tout le temps des espèces de brouhaha, des voix comme ça. Et on a eu des transcoms. Et ça, c'était intéressant parce que c'était des voix qui répondaient à des questions ou qui se mêlaient de la conversation. Donc déjà, on a eu une preuve parce qu'il y avait une intelligence dans la communication. C'était pas n'importe quoi. Après, on a eu des photos. On a eu beaucoup de photos, d'ailleurs. Des photos prises de façon hasardeuse. Et on a eu des photos intéressantes. Alors, pour ceux qui ne croient pas à ces phénomènes de l'invisible ou d'une vie après la mort, c'est pas des preuves, hein, les photos et les voix. La preuve, c'est le phénomène en lui-même, finalement. Continuons notre visite du premier étage. Alors là, on va dans la chambre de Marie, au bout. Donc là, on a un grand couloir avec beaucoup de fauteuils et de chaises de part et d'autre. Des murs bleu clair, des portes vertes. Alors là, nous sommes dans une tour, on est au-dessus du fumoir. Là, on est dans la chambre de Marie. Alors nous, on l'a appelée comme ça parce qu'au début, les premières fois qu'on faisait de la TCI, on a eu une voix de femme qui nous disait « Marie » comme ça. Donc, mais je ne sais pas qui est cette Marie, parce que moi, dans les archives des Maries, j'en ai énormément à toutes les époques. Ici, on a eu un phénomène assez surprenant. C'était au début. Il y avait personne dans le château, il y avait des gens dehors, et il y a eu un bruit qui venait de cette pièce. Alors les fenêtres étaient ouvertes, etc. C'était en plein mois d'août, en plein après-midi. Alors je sais que ça peut paraître assez fou. Ça, c'est un phénomène de poltergeist à l'état pur. C'est le lit qui s'est déplacé d'un bon 50 cm. Mais à un moment donné, en fait, moi j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, en fait, le poids des objets, c'est pas un frein finalement. Alors on a eu ça ici, on a eu des silhouettes qui ont été vues aussi passer devant la fenêtre. C'était en fait, ici c'était une salle de garde également, parce que là il y avait une meurtrière, vous voyez, derrière.
Et ça s'est transformé en boudoir de femmes après au 19e. On repasse. Bon bah alors, c'est la chambre de la petite fille, viens. Alors chambre de la petite fille, quand on était en travaux là, on entendait régulièrement une voix d'enfant qui nous disait « T'es qui ?» ou « Maman, qui c'est ?» On a eu beaucoup de phénomènes de déplacement d'objets en lien avec le jeu et des bruits de pas d'un enfant qui court. Alors là, on va aller dans la chambre de la grand-mère. Alors cette pièce, on l'a appelée comme ça parce qu'on avait une dame qui se manifestait régulièrement, qui nous a dit avoir été nounou au château. Elle attendait que son mari vienne la chercher. Elle était assise au pied du lit. On lui expliquait que son mari ne viendrait plus la chercher. Ici, on a eu beaucoup de phénomènes maternels au début, c'est-à-dire des sensations de caresses dans les cheveux, des bisous sur le front, etc. Et à partir de fin 2017, on a eu des phénomènes plus démonstratifs, des phénomènes de poltergeist, avec notamment les tables de nuit, là, le bois se mettait à craquer. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Et d'un seul coup, la table de nuit s'avançait de 50 cm. Alors, je sais que ça peut paraître, mais c'est hyper traumatisant. On a eu notamment un phénomène vraiment surprenant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui passaient dans le couloir. Ils ont vu une tache noire au niveau du couloir. Alors, ils se demandaient sur le mur ce que c'était. Et d'un seul coup, il y a ce livre qui est sorti de la tache. Et la tache a complètement disparu. En plus, le livre est tombé à une page précise, le jour des morts. Et on était le jour de la Toussaint. On avait passé un niveau parce que c'est vrai que tout ce qui est objet qui bouge, bon, tout seul déjà, c'est quand même, ça défie la physique mécanique, on comprend pas trop, mais que ça traverse la matière, là c'est vraiment super étonnant. Mais moi je le croyais pas avant et ça existe. Hein. On n'est pas les seuls qui avons vécu ça d'ailleurs. Vous avez pu constater que Véronique identifie chaque fantôme de son château. Un huissier tué violemment, une grand-mère, une petite fille, un chevalier et bien d'autres que nous n'aurons pas le temps de citer. Et vous remarquerez également que la châtelaine semble dire qu'elle arrive à communiquer avec eux. Pour ce faire, elle s'est mise à la pratique du spiritisme. Comment ? Pour le comprendre, descendons encore d'un étage pour visiter le rez-de-chaussée. Je ne sais pas par où vous voulez qu'on aille ensuite, si on se balade dans le château. Ah bon, écoutez, je sais pas, on peut faire la salle à manger. Alors ça c'est un peu notre QG, je dirais, parce que c'est l'endroit déjà de la grande cheminée qui fait tout le temps des feux. C'est là où on se réunit, on mange. C'est un peu l'endroit le plus festif, je dirais, du château. Et on a eu, en fait, les premiers phénomènes qu'on a eus, c'est dans l'entrée et dans cette pièce. Dans l'entrée, le premier phénomène qu'on a eu, c'est une silhouette qui a traversé en fait du salon gothique à cette pièce. Et cette pièce, on n'était que tous les trois avec François et ma fille Violette. Et François a vu une espèce de lumière rouge passer. Et c'est Violette qui a pris une photo et il y a une dame blanche qui est devant la cheminée. Donc voilà, je sais pas, François, c'est toi qui l'as vécu ça. Franchement, il y a eu cette espèce de... comme un faisceau laser rouge qui est passé le long de la fenêtre. On était comme ça, c'est passé furtivement. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dit celle-là elle est bonne. Et en fait, il y avait Véronique et ma fille. Et Violette a pris une photo en face et on a pris cette dame. C'est assez fabuleux, oui. Et ça, c'était le premier phénomène que vous ayez vu ici. C'était dans les débuts. Alors c'est vrai qu'on était encore un peu dubitatif, mais on commençait quand même à se poser des questions. Moi, je suis quelqu'un de foncièrement d'état craintif et peureux. Ça, c'est mon état profond. Véronique, elle est beaucoup moins peureux que moi. Et ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai jamais eu peur de ces phénomènes. Dès le départ, j'étais intégré à tout ça. Je ne peux pas donner d'explication. Je suis incapable de dire pourquoi. Mais j'ai jamais eu peur. Voilà. Pourtant, moi,
On m'aurait dit avant tous ces événements que j'allais vivre ou dans un château hanté, etc. On m'aurait dit ça avant. J'aurais répondu à la personne, mais c'est n'importe quoi votre truc, ça n'existe pas, quoi. C'est ce que j'aurais dit dans les débuts. Et pourtant, voilà, je suis dedans. On va aller dans le petit salon où justement on a eu, Christophe, Christophe que vous allez, à qui vous avez parlé, qui est donc médium, a eu un phénomène assez surprenant. Vous allez me raconter. Donc là, on rentre dans un plus petit salon, un tout petit... Alors ça, c'est une pièce que nous, on appelle le petit salon. Et donc, quand Christophe vient faire des séances de médiumnité, il se met là. Alors, comment est-ce que ça se passe quand vous venez ici pour faire ces séances? Alors donc c'est pendant les ateliers, les gens rentrent entre 5 et 6 personnes et puis on commence à faire l'atelier. Donc c'est soit médiumnité, contact défunt ou soit lecture de vie antérieure. Et là ce qui est intéressant dans cette pièce, ce qui s'est passé il y a à peu près un mois, on était en plein atelier et on était 6 dans la salle, dans cette petite pièce, et on a entendu des bruits donc juste au-dessus, qui correspond à la salle de bain au-dessus de nous, comme une boule qui roulait d'un sens et qui roulait dans l'autre, alors qu'on savait qu'il n'y avait personne donc à l'étage. On a essayé de reprendre l'atelier, l'armoire qui est juste là, qui est assez volumineuse, puisque c'est une armoire qui fait son poids, puis qui est remplie de vaisselle. Elle s'est mise à bouger, d'avant en arrière, et si on fait bouger l'armoire, la vaisselle bouge. Là, bizarrement, l'armoire s'est mise à bouger d'avant en arrière sans faire bouger la vaisselle à l'intérieur. C'est arrivé 2 fois, et à un moment donné, j'ai demandé à ce que ça s'arrête pour qu'on puisse continuer. Ça s'est arrêté. Et ça a recommencé une semaine après, avec la même personne qui était venue pendant cet atelier, qui s'est rassis à cet endroit. Et au moment où on a commencé l'atelier, boum, les bruits au-dessus et l'armoire qui s'est remise à bouger de la même façon. Et comment est-ce que vous expliquez que, à partir du moment où vous demandez à ce que ça s'arrête, c'est commun, entre guillemets, le fait de pouvoir demander ou dire bon non, là c'est fini, ça s'arrête. C'est une communication avec eux, qui s'installe. Alors, je pense qu'ils sont aussi dans le respect de leur côté. Ils veulent juste montrer leur présence, en fait. C'est pour ça qu'ils font soit bouger quelque chose, soit un bruit, Et quand ils ont cette volonté de signaler leur présence, s'ils voient que ça nous dérange, s'ils sentent que ça nous dérange et qu'on leur demande vraiment d'arrêter, ils s'arrêtent à ce moment-là. Christophe est donc un médium. Il se dit spécialisé dans les contacts défunts et les phénomènes de vies antérieures. Il fait partie des dizaines de spécialistes ou de passionnés de paranormal qui affluent au château depuis quelques années. Ils sont tous fascinés par la multitude de phénomènes qui se dérouleraient à Fougeray. Écoutez, là on peut passer au fumoir si vous voulez. J'adore ces petites portes d'angle qui donnent une petite impression de labyrinthe. Ah oui. Alors le fumoir, qui est une autre pièce, qui est relativement grande, qui est plus petite que le salon, mais qui est quand même assez grande, avec évidemment en fait, une ici, cheminée. au Moyen-Âge, c'était une salle de garde. On est dans une tour. Et au 19e siècle, ils ont monté des cloisons en briques et plâtre. Ils en ont fait un fumoir. En fait, derrière les cloisons, il y a des meurtrières. Alors un fumoir, c'est quoi ? C'est l'endroit où viennent fumer les hommes. Alors je dis les hommes, parce qu'on est au 19e. Les femmes, l'émancipation avec le tabac, c'est plus ces années 20. Et d'où ça nous vient cette mode ? Alors moi je pense que ça nous vient de Napoléon III, parce qu'en fait il a fait beaucoup de campagnes en Cochinchine, l'ex-Indochine, en Asie du Sud-Est, et les soldats fréquentaient assidûment les fumoirs, à son grand dam d'ailleurs.
Et donc voilà, je ne sais pas si fumer de l'opium à Fougeray, mais en tout cas ici parfois on a des odeurs très fortes de tabac âpre, comme je sais pas, les vieux tabacs, Cil Caporal, Gitane Maïs, ces vieux tabacs là. On a eu des phénomènes olfactifs surtout ici, vraiment des phénomènes d'odeur. Et ce qui est impressionnant en fait, c'est qu'une odeur, c'est des molécules qui se baladent. Donc quand on a des phénomènes olfactifs, c'est quand même d'autant plus étonnant qu'il faut que ces molécules, à un moment donné, elles existent, elles soient créées. Et comment, on ne sait pas. Très bien. Par où vous voulez qu'on... Il y a 2 portes du coup dans ce petit salon. Écoutez, on va repasser dans l'entrée et on va aller dans le salon gothique. Le salon gothique. Alors on repasse dans l'entrée. Ah oui, c'est très grand aussi. Alors là, pareil, il y a une énorme cheminée. 3 très grandes fenêtres et des portes de partout, j'allais dire. Non, mais c'est vrai qu'on voit des petites portes dans des angles de murs, c'est peu commun. Alors cette pièce, en fait, nous on l'a appelée le salon gothique parce que la cheminée est du plus pur style néo-gothique. Alors ce qui est intéressant là, c'est les plafonds à la française, la cheminée, etc. Et c'est dans cette pièce, dans le salon gothique, qu'on fait beaucoup de spiritisme. Donc ça, c'est une planche Ouija. Et on fait également du guéridon, avec les guéridons que vous voyez là. Alors, le guéridon, c'est comme les tables tournantes. Alors, en fait, on fait ça comme il se faisait au 19e. C'est-à-dire que là, c'est vraiment du spiritisme. Et ici, est-ce que vous auriez un souvenir d'un premier phénomène, ou en tout cas d'un des plus vieux souvenirs que vous avez à propos de phénomènes dans cette pièce, dans ce salon gothique? Alors moi, le salon gothique, le souvenir qu'on a, que tu étais avec moi, François, c'est ces histoires de lumière. J'ai trouvé ça hallucinant. En fait, il y avait des gens, on était 8 autour de la table, et d'un seul coup, on a une espèce de flash lumineux vers l'interrupteur là-bas, mais comme quand vous faites flasher sur la route, quoi. Et sur le coup, moi, j'ai pensé, très rationnellement, qu'il y avait un problème électrique. Et pas du tout. Après, les portes étaient fermées. On voit sous la porte comme ça. On dit, mais c'est quoi? Alors, les volets étaient fermés, tout ça. On comprend pas. Et puis, ça recommence au plafond. Quelqu'un va faire le tour du château, voir si ça serait pas par réfaction lumineuse, quelqu'un dehors, je sais pas, pourtant les volets étaient fermés, qui prendrait des photos, je ne sais quoi, il n'y a personne. Et en fait, sur le front de quelqu'un, 7 ou 8 fois, on a eu comme des boules d'énergie qui explosent, et ça fait un flash, mais une lumière, mais très très intense, blanche, mais je vous dis, comme quand vous vous faites flasher, très rapide, je sais pas moi, peut-être un quart de seconde, je me rends pas compte, mais... Et ça avait sur le front des gens, sur le mur, le plafond, tout, et d'un seul coup, ça s'est arrêté. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce... Jamais je n'avais eu ce genre de phénomène. Alors après, ça l'a fait 1 ou 2 fois chambre des maîtres, et après, ça s'est complètement arrêté, comme quoi, en fait, les énergies, je pense, ne sont pas stables dans le sens où ça peut varier, évoluer, etc. Et après, Christophe, toi, tu as eu un souvenir avec la masse vers 6h du mat'. Alors ici, oui, dans le salon gothique, je crois que c'était au début de saison, là. C'était à la fin des ateliers, donc tout le monde était monté se coucher. Il était que 5h du matin, je crois, parce qu'il y a un enregistrement aussi. Je décide de m'allonger sur ce sofa pour me reposer. Et à ce moment-là, donc j'avais fermé moi-même la porte d'entrée du château. Et j'entends des coups, mais vraiment des coups violents dans la porte, comme quelqu'un qui essaie de rentrer. Et donc au moment où je demande qui frappe, j'entends c'est l'huissier. À ce moment-là, et j'ai un changement de densité dans l'atmosphère, en fait. Comme s'il y a une partie de l'air qui commençait à se densifier et à devenir un peu plus matériel. Et cette masse, qui est devenue un petit peu sombre, s'est déplacée vers moi, s'est penchée au-dessus de moi. Et alors j'ai senti qu'il y avait une interrogation. Qu'est-ce que vous faites là?
J'ai juste répondu que bon, j'étais là juste pour me reposer et que je voulais pas de mal. Donc la masse s'est mise à se déplacer et au moment où elle s'est déplacée, il y a eu comme des éclairs de lumière en fait qui sont partis de la masse dans tous les coins de la pièce. Et quand je leur ai dit non mais vous inquiétez pas, je ne veux pas de mal, je veux juste me reposer, la masse a commencé à se modifier encore une fois et a disparu. Il s'agit sans doute de l'huissier qui s'était fait tuer à la hache et qui a pour habitude de se manifester dans les étages supérieurs. Mais on n'a pas encore fini de parler de lui, comme vous allez l'entendre. Pour le retrouver, il faut maintenant visiter la dernière partie du château, la crypte. Il y a la lumière dans les cryptes, François ? Non, mais il y a la lumière là, dans les cryptes ou pas ? Ouais. Non, parce qu'il n'y a pas la lumière partout. Oh, cet escalier! Ah oui, c'est magnifique. C'est bon ? C'est comme tu veux. Eh ben, allez dans les cryptes. Moi, je Très vais bien. aller voir là-haut pour que ça... Alors on part de la pièce d'entrée et on descend un escalier en marbre ou en pierre. Magnifique, blanc. On va descendre. Ah oui, alors on descend d'un niveau et il y a encore des niveaux en bas. Enfin, on peut continuer à descendre. Ah donc là, c'est une pièce voûtée. En fait, là, le château a été construit sur une ancienne motte. Donc, on est dans la partie mottée, donc c'est les soubassements de Fougeray. Alors, il semble que Fougeray, en fait, a été construit au départ de la guerre de 100 ans. Et en fait, antérieurement à cette fortification, il semble qu'il y avait une église au-dessus de cette partie. Et c'est pour ça qu'on considère en général que l'ensemble, là, c'est une crypte. On n'est pas très loin d'un champ où il y a eu le roi d'Angleterre et le roi de France qui ont combattu de front. Il y a eu plus de 2500 morts. Et voilà, une bataille, ça a été un carnage. Et donc, on est à un quart d'heure de route. Donc, on est vraiment au front de l'histoire, quoi. On ne sera pas étonné de trouver dans la crypte également des fantômes, dont une vieille connaissance. Bon, il semblerait y avoir 3 défunts en bas. Alors là, c'est pareil, c'est des contacts défunts. C'est suite à des contacts, etc., qu'on sait qu'ils sont présents. Petite parenthèse, il semblerait que l'huissier a été enseveli en bas. C'est pas forcément logique qu'il soit là. Moi, j'aurais été propriétaire des lieux, j'aurais essayé plutôt de me le mettre dehors, mais bon. Bon, bref, il semble qu'il soit en bas. Et on sait qu'il y a un défunt qui est là, très présent. C'est un dénommé Floridas. Et ce fameux Floridas, en fait, c'est un des propriétaires de Fougeray. Mais c'est antérieur à l'huissier, etc. Il est là tout simplement parce qu'il garde le tombeau de sa compagne, qui, elle, est enterrée là. Au final, il est presque impossible de dénombrer les entités présentes à Fougeray, tant elles semblent nombreuses. Il semble y avoir aussi une jeune personne féminine qui a été ensevelie. Donc il y a 3 défunts qui sont là, en bas. Mais autrement, les autres défunts semblent être dans des salles annexes. Bon, après, vous avez le médium qui est à côté qui peut affiner le truc, hein, s'il peut avoir des contacts. Hein. Mais n'empêche, je suis en train de me dire qu'il y a quand même plein de jolies histoires aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cette personne qui surveille le tombeau de sa femme, ou est-ce que c'est toujours mauvais signe dans le sens que pour ces entités-là, si elles étaient sereines, entre guillemets, elles ne seraient pas là? Ou est-ce qu'on peut considérer que c'est quand même des belles histoires qui se poursuivent et qui se poursuivent autrement après la mort? Chaque entité va avoir son propre vécu quand il était de son vivant, quelque chose qui va peut-être le rattacher au côté, on va dire, terrestre. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être la façon dont il est parti. Donc il y a peut-être une incompréhension aussi de son départ, de l'état dans lequel il se trouve. Souvent, les messages qu'on reçoit ici, c'était vraiment un souhait de leur part de raconter leur histoire. Moi, on m'a même demandé d'être témoin
de leur histoire. Et je pense qu'il y a une des vocations d'un médium, c'est aussi ça. C'est pas uniquement d'apporter des messages de défunts et puis d'être dans le contact défunt uniquement, mais c'est vraiment une histoire à raconter, qu'ils ont besoin qu'on raconte leur histoire. Alors des fois c'est juste, par exemple, la façon dont ils sont partis, pourquoi ils sont encore ici, mais ils ont vraiment besoin de ça. Et on est en qualité de témoin. Véronique Geoffroy, la châtelaine, a écrit il y a peu un livre intitulé « Les Invisibles de Fougeray, l'histoire du château le plus hanté de France ». Elle y raconte comment, au fil des ans, elle est parvenue à cohabiter avec toutes les entités qui seraient présentes depuis longtemps dans ses murs. Elle les appelle les Invisibles pour une raison très simple. Parce que je les vois pas et que les rares fois où j'ai vu, c'était des silhouettes, c'était pas des gens que j'ai vus comme vous, quoi. Donc pour moi, c'était mes invisibles. C'est un peu un surnom qu'on leur a donné. Plus ça va, plus on a d'ailleurs, parce qu'on a eu des phénomènes de plus en plus dans la communication intelligente, et plus ça va, plus on est dans la communication intelligente. C'est-à-dire que je vois cette année, on a fait une saison avec Christophe en médium, et on a eu énormément de communication intelligente, fine, que ça soit en spiritisme ou en médiumnité. Et je pense qu'on a atteint un niveau, je sais que ça peut paraître bizarre, mais de relation avec les invisibles qui est très intéressant. On coexiste en effet de mieux en mieux, en bonne intelligence en fait. Ça reste quand même mes invisibles. Maman, qui c'est ? Prochain épisode, faut-il avoir peur des fantômes ? J'avais des portes qui se fermaient, qui ne s'ouvraient plus, alors qu'elles n'étaient pas du tout fermées à clé. J'entendais des voix, comme des personnes âgées parlant ensemble, avec une voix très 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 aiguë, parlant rapidement. Pour moi, tout à fait incompréhensible. Les entendant, j'étais prise à chaque fois de panique. Qu'il s'agisse des dames en blanc qui apparaissent sur le bord des routes pour avertir les conducteurs du danger, ou des choses noires informes qui terrorisent les élèves de toute une école, les fantômes et les apparitions sont encore bien présents dans notre quotidien. Mais faut-il les craindre ou se réjouir de leur présence ? Tous les épisodes de la série consacrée aux fantômes et aux maisons hantées sont disponibles sur Ovio ou sur la page podcast du site lapremière.be.